Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs sont devenus essentiels à notre mode de vie moderne. Nous les utilisons pour le travail, les études, les opérations bancaires, les achats bien plus encore et font désormais partie intégrante de notre quotidien. Au cours des 2 dernières décennies, un nouveau type d'ordinateur a été développé, l'ordinateur quantique, et promet de changer nos vies en révolutionnant potentiellement la médecine, les communications, le cryptage et l'intelligence artificielle. Des entreprises comme Google, IBM et Microsoft investissent des milliards pour devenir l'acteur dominant de cette technologie. Pourquoi une telle agitation? En quoi un ordinateur quantique est-il fondamentalement différent des ordinateurs de tous les jours que nous utilisons aujourd'hui? Et comment ça marche vraiment? Afin d'apprendre comment fonctionne un ordinateur quantique, nous avons besoin d'une compréhension de base de fonctionnement d'un ordinateur classique ordinaire. L'ordinateur classique et l'ordinateur quantique partagent de nombreux composants généraux. Examinons donc certains de ces composants de base partagés par les deux types d'ordinateurs. Pour qu'un ordinateur fonctionne, il a besoin d'une alimentation électrique, car l'énergie est nécessaire pour faire fonctionner le système. Pour travailler avec des données, ils ont tous les deux besoin d'un endroit pour stocker les données. À cette fin, les deux ordinateurs utilisent généralement des disques durs et des disques SSD, également appelés SSD pour stocker des données en masse. Il y a cependant un gros problème avec ce type de stockage, c'est tout simplement trop long. Le transfert de données entre ces périphériques de stockage de données en masse et le processeur doit être plus rapide. Pour résoudre ce problème, la plupart des ordinateurs ont quelque chose appelé RAM ou Random Access Memory. Les ordinateurs quantiques pourraient en principe utiliser une sorte de mémoire RAM quantique, de sorte que l'équivalent quantique ou la RAM pourrait avoir un aspect différent, mais sa fonctionnalité serait la même. Cette mémoire est beaucoup plus rapide que n'importe quel disque dur ou SSD. Et elle est également physiquement plus proche du processeur. Cela signifie que la bande passante des données peut être beaucoup plus élevée et que les données peuvent circuler beaucoup plus rapidement. L'inconvénient est que la RAM est beaucoup plus chère par gigaoctet et qu'elle est volatile. Cela signifie que si l'alimentation est coupée, les données de la RAM peuvent être perdues. Une sorte d'unité centrale de traitement au CPU est également nécessaire. C'est le cerveau de l'ordinateur qui effectue le calcul proprement dit, le stockage RAM, et utilisé pour alimenter le processeur en données avec lesquelles il doit fonctionner. Nous avons également besoin d'un appareil qui relie tous les différents composants ensemble, c'est la carte mère. Il connecte le processeur au stockage RAM et à tous les autres composants nécessaires au fonctionnement d'un ordinateur. Un ordinateur quantique est un ordinateur classique en tout de besoin des composants que nous venons de mentionner. Mais la principale différence entre ces deux types d'ordinateurs réside dans le fonctionnement du processeur. Un processeur classique est composé de transistors. Un transistor est essentiellement comme un interrupteur marche-arrêt. S'il allume, alors c'est comme le numéro 1, et s'il est éteint, c'est comme le numéro 0. 1 et 0 peuvent également représenter respectivement vrai ou faux. De cette façon, un transistor a deux valeurs possibles. C'est ce que signifie binaire. Un transistor représente un bit binaire 1 ou 0, ou activé ou désactivé, ou vrai ou faux. Et des ensembles de nombres binaires peuvent représenter des nombres et des lettres. La différence la plus fondamentale entre l'ordinateur quantique et l'ordinateur classique est que les ordinateurs quantiques n'utilisent pas de bits binaires, ils utilisent des bits quantiques ou des qubits. Qu'est-ce qu'un qubit? C'est un peu dans superposition de 1 et 0. Que signifie la superposition? La théorie quantique montre que les objets quantiques, tels que les électrons avant la mesure, sont dans plusieurs états en même temps. Donc quelque chose comme le spin d'un électron qui est une mesure de son moment angulaire intersect. Lorsqu'il est mesuré, et soit vers le haut, soit vers le bas. Pour simplifier, cela signifie qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Cependant, avant la mesure, on dit qu'il tourne à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce que signifie la superposition. L'électron est dans une superposition de spin ascendant et descendant. Ce n'est qu'après mesure que l'univers décide que le spin est l'un ou l'autre. Il n'est jamais mesuré comme étant quelque chose entre les deux, seulement vers le haut ou vers le bas. Mais avant la mesure, c'est dans une combinaison des deux. Nous pouvons visualiser un qubit en utilisant une sphère. Un bit classique peut être 1 ou 0, ce serait l'équivalent de la rotation ascendante ou descendante ou de deux positions distinctes différentes sur la sphère. Le qubit, quant à lui, peut être à n'importe quel endroit de la surface de cette sphère en fonction de la superposition. Un seul qubit peut avoir n'importe quelle valeur sur la sphère. Cela représente le fait que le qubit peut être n'importe quel mélange de 1 et 0. Donc les valeurs possibles sont infinies. C'est le cœur de la puissance de l'informatique quantique. Ainsi, alors que le bit binaire classique ne peut prendre qu'une des deux valeurs, la superposition permet à un qubit de prendre un nombre potentiellement infini de valeurs. Pratiquement, un qubit peut être créé par divers objets quantiques, comme des photons, des électrons, même des atomes. Cela n'a pas vraiment d'importance, il suffit qu'il s'agisse d'un objet quantique en superposition.
Mathématiquement, nous écrivons cette superposition comme ceci. Où psi représente la fonction d'onde représentant la superposition d'un qubit. L'alpha au carré est la probabilité d'être dans l'état 0 et le bêta au carré est la probabilité d'être dans l'état 1. Et pour que les calculs soient cohérents, nous devons avoir cet alpha au carré plus bêta au carré égale à 1. Cela a du sens car la probabilité totale doit être 1 au 100%. Ainsi, si nous choisissons que A soit 1, alors bêta doit être égal à 0 et vice versa. Mais c'est tout de même le cas classique des nombres binaires. Cependant, dans un ordinateur quantique, ces valeurs alpha et bêta peuvent être n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 1 tant que cette équation est satisfaite. Par exemple, nous pourrions avoir un mélange où alpha et bêta sont chacun sur la racine carrée de 2. Cela satisfait l'équation car lorsque vous mettez au carré et additionnez ces nombres, vous obtenez 1. Le fait que nous puissions utiliser des qubits dans la superposition est très puissant, car cela signifie que nous pouvons poser plusieurs questions à la fois. Quel est le résultat et le qubit est 1? Quel est le résultat et le qubit est nul? Quel est le résultat s'il y a quelque chose entre les deux? Afin que nous puissions calculer le processus où le bit est à la fois 0 et 1, et quelque chose entre les deux. Cet inconvénient est bien sûr que le résultat sera également une certaine superposition. L'ordinateur quantique doit donc maintenir la superposition tout au long du processus. Les entrées sont en superposition et la sortie sera également en superposition. Lors d'un calcul, l'ordinateur quantique fonctionne sans aucune mesure d'aucune sorte. Parce qu'il n'y a pas de mesure, l'état d'ordinateur évolue selon la mécanique quantique. Et là, je vous laisse avec mon camarade qui va vous expliquer la suite. L'ordinateur suit plusieurs chemins de calcul en même temps, de la même manière qu'un photon pourrait suivre plusieurs chemins à travers une expérience à double fente. Il n'a qu'une certaine probabilité de se retrouver à certains endroits. Seulement à la fin, il y a une mesure nécessaire pour lire le résultat ou la sortie. Cela se produit uniquement lorsque le calcul est terminé. Pendant que l'ordinateur fonctionne, aucun enregistrement physique n'est fait dont les calculs sont effectués. Maintenant, il est très important de comprendre que bien que les calculs soient effectués alors que les qubits sont en superposition, la réponse finale mesurée doit être classique. Le résultat est donc toujours un résultat classique, un 1 ou un 0. Vous pourriez vous demander comment passer des superpositions à la réponse classique finale. Pour ce faire, nous devons mesurer la superposition pour obtenir un 1 ou un 0. Le problème est de savoir comment savoir ce que nous devrions obtenir. Devrions-nous obtenir un 0 ou un 1, lequel est correct? C'est là qu'interviennent les algorithmes quantiques. Ce sont des programmes intelligents créés par des scientifiques en programmation qui utilisent des astuces mathématiques pour s'assurer que la probabilité d'obtenir la bonne réponse est aussi élevée que possible. Comment cela marche-t-il? Parce que les superpositions comme des vagues, pour obtenir la bonne réponse, vous devez appliquer une interférence constructive sur les bons résultats. À la fin, il combine les résultats de tous ces chemins de calcul et fait une sorte d'expérience d'interférence. Ce processus de ce que le résultat correct est le plus susceptible d'être est contrôlé par l'algorithme. Ces algorithmes sont donc essentiels pour transformer les superpositions en un résultat classique correct. Alors, comment est tellement plus puissant que les ordinateurs classiques pour résoudre certains types de problèmes? L'ordinateur quantique ne fait pas les choses habituelles de manière plus rapide. Il ne calcule pas tous les résultats possibles très rapidement. Il calcule plusieurs fonctions à la fois pour plusieurs entrées possibles. Ainsi, par exemple, si vous voulez trouver le numéro de téléphone d'une personne dans un annuaire téléphonique contenant 1 million d'entrées, ce n'est pas un problème et vous suffit de rechercher son nom par ordre alphabétique. Mais que se passerait-il si vous avez le problème inverse? Vous avez un numéro de téléphone et vous essayez de trouver le nom auquel il appartient. Un ordinateur classique devrait rechercher un nombre à la fois en moyenne 500 000 nombres ou 500 000 opérations avant de trouver le nom correct. Le pire des cas serait d'examiner presque 1 million de numéros avant de trouver le nom auquel elle appartient. Cependant, si les données du répertoire se trouvaient sur l'ordinateur quantique, elle pourrait trouver le nom en 1000 opérations. 1000, c'est la racine carrée d'1 million. D'où vient ce numéro? Grover a développé en 1996 un algorithme quantique qui pourrait réduire de manière quadratique le nombre d'opérations nécessaires
pour trouver une entrée unique. D'autres scientifiques ont prouvé de toute solution quantique pour les recherches non structurées comme le problème des données du répertoire téléphonique n'aurait besoin que d'évaluer la racine carrée du nombre total de points donnés. Le problème qu'il peut résoudre est la recherche d'un cible dans un large éventail de possibilités. Si vous cherchez une aiguille dans un million de meules de foin, vous voudriez le résoudre sur un ordinateur quantique. De même, si vous avez un grand labyrinthe et que vous essayez de trouver la sortie, un ordinateur classique devrait essayer chaque chemin un par un, faire un ajustement, puis réessayer. De nombreuses itérations seraient nécessaires. Un ordinateur quantique peut essayer tous les chemins à la fois et vous donne la réponse presque instantanément. Alors, quel est le retard dans la construction de grands ordinateurs quantiques? Il est difficile à construire car il doit d'abord être isolé du monde extérieur. Afin de préserver la superposition, il ne peut pas interagir avec des molécules ou des photons ou d'autres particules, ce qui pourrait réduire la superposition. Cette superposition tout au long du processus de calcul nécessite également un refroidissement extrême. Le problème avec la chaleur est que les fluctuations thermiques peuvent soit modifier, soit détruire la superposition car l'énergie thermique peut interagir avec les qubits. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques sont refroidis à un niveau proche de zéro absolu, c'est-à-dire moins de 173 degrés Celsius, pour éliminer efficacement toute énergie thermique externe, de sorte que la superposition ne soit ni modifiée ni brisée. De plus, les différentes parties de l'ordinateur doivent interagir très rapidement entre elles. Les qubits ne peuvent pas parler au monde extérieur, mais ils doivent pouvoir se parler très rapidement. Donc, ces connexions qui doivent avoir les qubits ne sont pas triviales. Ici, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé et merci pour votre attention.